Je suis contente de te voir aujourd'hui. Donc, tu es oncologue et sexologue à Lyon. Moi, je suis patiente. J'ai eu un cancer du col de l'utérus. Et comme beaucoup d'autres femmes, j'ai été impactée dans ma sexualité, dans mon intimité, par les traitements. Tu es un peu spécialisée là-dedans, donc tu vas pouvoir répondre à mes questions et nous parler de tout ça. Bonjour Éléonore, ravi d'être là aussi aujourd'hui. On va justement aborder cette problématique qui n'est pas souvent abordée entre professionnels de santé ou avec les patients. Ravi de répondre à tes questions. Bon, alors on y va. Alors moi, comme mes copines de l'association de patients, t'imagines, on a pu être irradiés. Dans mon cancer du col, j'ai d'abord eu de la curithérapie, puis de la radiothérapie. C'est pas des traitements qui sont anodins. On peut avoir des inconforts au niveau de la vulve, au niveau génital. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? La prise en charge des cancers gynéco, alors pas seulement le cancer du col, mais ce qui va être aussi cancer de l'endomètre, cancer de l'ovaire, c'est des traitements qui sont pris en charge avec pas mal de traitements. De la radiothérapie, de la curithérapie, de la chimiothérapie, de la chirurgie. Tous ces traitements-là, et ce d'autant plus s'il y en a plusieurs, ça a un impact sur la vie intime. Le cancer lui-même, ça a eu un impact sur la vie intime. Un couple, ça va faire face à la maladie, il va être renforcé. Mais la sexualité, c'est le parent pauvre. Elle est moins bonne après cet événement de vie. Et les traitements ont un impact direct et indirect sur la sexualité. Sur la fonction sexuelle, mais aussi sur la capacité à se sentir désirable, à oser retourner à la sexualité. On peut avoir des problématiques avant dans notre couple, dans notre sexualité. Ce sera exacerbé par le cancer. Ce sera exacerbé par les traitements. Et donc, il faut prendre ça en charge au fur et à mesure, essayer d'informer le plus tôt possible. C'est là où on améliore le pronostic de la qualité de vie sexuelle sur le long terme. Quand on est actif et quand on informe bien en amont, on aura plus de chances, plus de succès. Alors dans ce que tu me dis, j'entends que on a pu, c'est vrai que moi, quand j'étais pendant mes traitements, je me disais « Oh, c'était mieux avant, j'avais une vie sexuelle absolument incroyable. » Donc on peut avoir tendance à fantasmer un peu la vie sexuelle d'avant, donc à trop attendre de la vie sexuelle qu'on aura après nos traitements. Et ce que tu me dis aussi, c'est il faut prendre les choses assez vite si on en a envie, avec un professionnel comme toi, en parler de ce qui peut dysfonctionner, des sécheresses, des inconforts, des gênes, pour pouvoir agir pas à pas et trouver des petits tips, des petites solutions. Exactement. Notre vie sexuelle, elle évolue tout au long de notre vie. On a des chapitres dans notre vie sexuelle. Quand on est jeune, quand on vient de se rencontrer, en fonction des partenaires avec qui on a une vie amoureuse, avec qui on a une vie intime, elle évolue tout au long de la vie. Le cancer, ça marque un événement de vie. Et forcément, cet événement de vie, il va marquer dans plein de domaines de la vie. On le voit bien avec les soins de support. On est impacté de façon multidimensionnelle dans notre vie. Et la sexualité, ça en fait partie. Ce sera d'autant plus facile de récupérer de la fonction, de récupérer cette fonction sexuelle au fur et à mesure, si on l'a pris en main tôt, si on a pris conscience des difficultés que l'on a et si on est prêt à intervenir dessus. Et si on se fait aider, c'est plus facile, évidemment, mais pour ça, il faut savoir aussi où s'adresser, à qui demander. On n'ose pas parler de sexualité avec un professionnel de santé, c'est pas forcément évident, mais ça se fait de plus en plus facilement. Les intervenants sont multiples, on a tous des casquettes un peu différentes, donc il y a de plus en plus, au sein des centres, au sein des communautés de soins, un professionnel de santé qui va être intéressé à la problématique, qui peut former ses collègues, mais qui peut aussi voir des patients en consultation dans le champ de la santé sexuelle, et du coup être plus précoce dans l'information, plus actif dans les solutions de soins, les petits tips dont tu parlais, à proposer aux patients. Et c'est ça ce qui va aider
de façon à ce que une patiente va pouvoir choisir ce qui lui convient le plus dans sa réappropriation de son corps, dans sa réappropriation de son corps modifié après le traitement, et du coup, de sa sexualité aussi. Donc ça veut dire que si je rencontre une problématique, par exemple, moi j'avais le vagin qui avait été irradié et qui avait été modifié, qui était moins élastique, plus étroit après tous ces traitements-là. En fait, j'ai pas à rester avec une problématique. Cette problématique-là, on va pouvoir peut-être agir dessus et surtout, je dois en parler avec mon professionnel de santé qui est formé à ça. C'est pas normal de rester avec ces désagréments-là parce que la pénétration, si mon vagin est totalement serré, ça va être compliqué pour moi. Donc, il y a peut-être des petites choses qu'on peut faire ? Bien sûr. La radiothérapie, pour reprendre ton exemple, quelle que soit sa modalité, peut entraîner des sécheresses vaginales, des synéchies, une moindre élasticité du vagin, par exemple, mais aussi de la vulve. Pour toutes les raisons, et l'accumulation des traitements, comme je disais tout à l'heure, elle peut justement augmenter le risque de symptômes. La rééducation post-radiothérapie, qu'on peut proposer maintenant, de façon précoce, dès que les traitements sont terminés, elle va améliorer ça. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle des dilatateurs ou des facilitateurs vaginaux pour non pas étirer, mais assouplir, travailler sur la contraction. On pourrait faire un parallèle avec le postpartum. Après un accouchement, on va faire une rééducation du périnée. Eh bien, faire une rééducation du périnée post-radiothérapie, curithérapie, après chirurgie, ça se fait. Ça peut se faire en utilisant les mêmes trucs que l'on avait utilisés après une grossesse, par exemple. On a des applications sur les téléphones où on peut travailler son périnée. Ces exercices-là, accumulés avec de l'activité physique adaptée, c'est déjà des petites choses qu'on peut mettre en place. Donc c'est pas forcément un professionnel de santé dédié à la santé sexuelle, mais c'est des choses qui vont se trouver au sein du département ou des acteurs de soins de support que l'on a dans notre centre d'oncologie et qui vont être des choses qu'on peut mettre en place. Mais le professionnel de santé qui aura fait ton traitement, il va te réexaminer, il va assurer un suivi, il va s'en rendre compte aussi. Et de plus en plus, on va bien poser la question de l'évaluation de la difficulté. Est-ce que c'est sec? Est-ce que ça fait mal? Quand on refait un examen au spéculum pour voir quelle est l'évolution du vagin post-traitement, on va le voir, on va en discuter. C'est beaucoup moins difficile qu'avant d'en parler, parce qu'on a aussi plus de connaissances sur comment le faire, comment aider, comment avancer et proposer des solutions. Toi, tu aimes bien parler d'auto-rééducation, ça veut dire que je vais m'auto-rééduquer. Par exemple, mon dilatateur vaginal, je vais mettre un petit lubrifiant, tu me corrigeras si c'est pas ça, et peut-être que je suis dans mon lit avec ma série Netflix et que j'ai cet embout, ce dilatateur, je pars du plus fin au plus large en fonction de l'élasticité de mon vagin. Et comme le vagin est un muscle, je vais entraîner un peu mon vagin à se détendre peut-être. Ce qui est important, à mon sens, c'est que si la patiente est actrice, est moteur dans sa rééducation, ce sera plus facile pour avancer. Il faudrait, dans un monde idéal, être tous très dynamiques pour ça. C'est pas forcément évident de se reprendre en main. Ça fait peur, on n'ose pas, c'est un peu sale, on a des appréhensions, on a des inquiétudes. L'une des façons assez simples d'avancer, c'est déjà, il faut bien se dire qu'on va avancer progressivement, on va avancer à son rythme. On n'a pas d'injonction à la sexualité, rien ne nous oblige à avoir une sexualité, avant ou après traitement. Si on n'en a pas envie, le respect du consentement est primordial. Dans le couple, ça va nécessiter de la communication, ça va nécessiter d'être bien discuté de ces choses-là, mais soi-même, que dans la vie de tous les jours, et pour limiter les désagréments qu'on peut avoir de ce côté-là, même hors sexualité,
reprendre en main comme un soin cette partie-là de son corps est essentielle. Et si justement on considère qu'on va donner des conseils pour l'activité physique adaptée, mais pour la nutrition, pour l'oncoesthétique par exemple, on peut proposer justement une rééducation au niveau intime comme étant un soin. Du coup, ça peut aussi faire moins peur en disant oui, je le fais pour prendre soin de moi. Parce que prendre soin de son intimité, prendre soin de son sexe, sa vulve, son vagin, ça va permettre d'être aussi plus à l'aise dans plein de dimensions de la vie. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Regardez comment c'est fait. Prendre un petit miroir, regarder son sexe, sa vulve, comment est-ce qu'elle est faite. Ne pas hésiter justement à la toucher, la manipuler, juste pour voir si justement est-ce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles, plus douces, plus au contraire moins souples que d'autres. Rien que le fait de savoir ça, ça peut aussi permettre d'être un peu plus à l'aise en disant tiens, là je sais que c'est une zone un peu plus sensible, je vais éviter de la manipuler, ou quand je vais avoir un rapport sexuel parce que finalement j'ai maintenu ma sexualité après mes traitements assez facilement, je sais que c'est cette position-là qui va être plus facile parce que je sais que comme ça me fait mal. Donc l'auto-examen, le massage au niveau de la vulve, le massage au niveau de l'entrée du vagin et du vagin, juste pour être curieux et savoir comment on est fait, permet de se dire, oui, quand je serai dans un moment intime, quand j'aurai envie de faire l'amour ou d'avoir ce moment-là, je sais comment mon corps réagit et donc je sais comment est-ce qu'il est fait maintenant et je suis plus à l'aise avec ça. Après, justement, dans la rééducation, dans le moment où on va utiliser des outils qu'on nous aura préconisés. Tu parlais de dilatateurs vaginaux, mais je pourrais aussi parler de sextoy, par exemple, parce que ça peut être un autre outil qu'on peut utiliser. L'idée, c'est pas d'élargir le trou. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour élargir le vagin. On est là plutôt pour mettre un objet de rééducation au sein de la cavité vaginale, sur lesquels on va venir contracter et finalement apporter de la souplesse par la contraction. Et le fait de travailler cette rééducation, et je parlais de rééducation du périnée avant, c'est bien ça, c'est je travaille en contraction pour pouvoir, un peu comme une crampe finalement, l'assouplir derrière. Et en y allant progressivement, avec des tailles différentes, donc c'est pour ça que ça peut être des dilatateurs, ça peut être des boules de geisha, ça peut être un certain nombre d'autres outils qu'on pourrait avoir, on va y aller de façon progressive, oui avec un lubrifiant, le plus souvent, un lubrifiant soit à base d'eau, soit à base d'huile, souvent des produits d'origine végétale, on va pouvoir utiliser justement pour apporter de la souplesse. Peut-être une petite distinction entre ce qui va être un hydratant et un lubrifiant. Un hydratant, ça va être un traitement de fond. Il y en a plein, c'est des choses avec de l'acide hyaluronique ou des polycarbophiles. C'est des traitements qui vont être un petit peu rémanents, c'est-à-dire qui vont rester en place quelques jours. On peut les utiliser comme traitement de fond, justement, quand on a une sécheresse chronique, soit parce qu'on a un traitement médical, chimiothérapie, hormonothérapie, mais aussi parce qu'on aura eu de la curithérapie ou de la radiothérapie et que ça aura donné une sécheresse des muqueuses, mettre une hydratation de fond, ça peut être utile. Ce d'autant plus si on l'applique soi-même, et qu'on fait ça comme un soin, comme on va appliquer une crème de jour, comme on va appliquer une crème sur la peau, finalement, on prend soin d'une autre partie de notre corps. Et cette application régulièrement, plusieurs fois par semaine dans un premier temps, et puis après, au fur et à mesure, en fonction de comment ça se libère, comment ça s'assouplit, comment notre corps répond à l'application de ce genre de produit, va s'améliorer. Et quand on aura des moments intimes, ou quand on aura des moments où on a envie de se faire plaisir, que ce soit en solo ou avec son ou sa partenaire, on utilisera à ce moment-là un lubrifiant. Petite différence, parce que comme ça aussi on peut donner une dimension érotique, une dimension coquine, câline à un lubrifiant qu'on aura acheté, il y aura une valeur symbolique. Ah tiens, je vais utiliser quelque chose de l'huile de coco, oui, ça me rappelle un joli voyage qu'on a fait, ou ça me permet de fantasmer un peu, ça me permet de rajouter de l'érotisme. Et cette dimension-là, elle sera aussi importante parce qu'on va se détacher un petit peu du symptôme local et être de nouveau dans l'imaginaire, de nouveau être dans la création de moments plaisants, agréables, qu'on aime tous et qu'on aime bien
partager avec celui ou celle avec qui on partage sa vie intime, eh ben ça a d'autant plus de sens parce qu'on aura pu réinvestir ça. Alors, tu nous dis qu'il y a des lubrifiants, qu'il y a des hydratants, etc. On en discute avec son professionnel de santé qui peut nous préconiser en fait ce genre de produit. Et nous, à Imagine, sur notre site internet, on a fait tout un petit guide où nos patientes, avec la validation bien sûr de professionnels de santé, vont pouvoir trouver aussi des conseils pour ce genre de choses. Et puis, tu parles aussi d'apprendre à se reconnaître. Moi, j'ai jamais regardé, j'ai jamais mis de miroir entre mes jambes pour regarder. Donc, c'est vrai que ça paraît essentiel pour ne pas avoir peur, pour se toucher ou pour être touché par quelqu'un, d'apprendre peut-être à regarder, de regarder peut-être une planche d'anatomie. Ça, on a fait un guide sexo chez Imagine où on a fait des dessins, on a des petites planches d'anatomie pour apprendre où est le clito, où est le vagin. D'ailleurs, j'ai une question sur le clitoris. Si je suis irradiée, est-ce que mon clitoris va aussi être irradié et moins bien fonctionner après les traitements? Il n'y a pas une bonne recette. Il y a plein de recettes différentes qui existent. La bonne recette, c'est celle que tu vas pouvoir t'approprier parce qu'elle correspond à ton script amoureux, la façon dont tu considères que c'est compatible avec ta vie intime. Donc, et c'est ça ce qui est intéressant quand on va proposer plein d'outils. Il ne faut pas se perdre dans l'information, mais il faut trouver le truc, proposer différentes choses que l'on va pouvoir s'approprier. C'est aussi important du coup pour les professionnels de santé d'avoir plein de petits outils à utiliser parce qu'il y en a l'un ou l'autre qui vont correspondre à ce qu'ils sont capables de proposer. Sur le clitoris c'est un organe un peu plus grand que ce qu'on a l'habitude d'imaginer. C'est pas juste le capuchon, le gland du clitoris, la partie externe, c'est un organe qui est un peu plus, justement plus grand. Il va venir se développer avec les cornes du clitoris beaucoup plus profondément et en particulier sur l'entrée du vagin, avec cette même capacité de donner de l'information neurologique qui va créer l'excitation, qui va créer la montée de plaisir et aboutir potentiellement à l'orgasme dans un rapport. En termes d'irradiation, quand on a une irradiation d'un cancer du col de l'utérus, l'irradiation est beaucoup plus profonde. Elle n'est pas censée détruire ces organes-là. Par contre, il peut y avoir des conséquences indirectes. Et quand bien même ce n'est pas forcément ce traitement-là, il peut y avoir aussi l'enchaînement des traitements, je répète, la chirurgie, la radiothérapie. Il y a des modifications de l'anatomie, de la physiologie avec les traitements qui vont modifier un certain nombre d'informations neurologiques qui vont être transmises dans la montée d'excitation, dans la montée du plaisir. Ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que notre ordinateur central, notre cerveau, c'est lui qui gère cette information-là. L'appréhension, la peur, la méconnaissance vont être des freins parfois beaucoup plus puissants que juste les modifications anatomiques ou physiologiques que l'on a rencontrées avec les traitements. Et donner de l'information sur comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce que l'anatomie est, c'est justement, on explique ce que c'est le clitoris, ça permet de passer outre les représentations qu'on a tous et ça permet justement de comprendre comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce que notre corps fonctionne et du coup comment la réponse sexuelle se crée. Localement, mais aussi dans sa globalité, avec les sentiments, avec l'envie, la libido, etc., etc. Et ça, il faut le prendre comme un tout, et il y a des petites parties comme ça qu'il faut comprendre. Donc, rien que comprendre comment est-ce qu'on est fait, se regarder, en effet, c'est important parce que du coup, comme un adolescent qui découvre son corps, notre corps, il est modifié, je dirais, aussi avec l'âge, avec les traitements. On parlait tout à l'heure de ma sexualité d'avant, mais le deuil du corps d'avant, il est là aussi, et notre corps, notre représentation du corps, elle est modifiée avec le cancer et ses traitements. Avant, on était invincible, maintenant, on ne l'est plus.
Ça a une représentation aussi. Et comment est-ce que j'arrive à faire face à ça? Comment je me reconnais dans la glace comme un être désirable, un être sexy, qui peut plaire? Comment est-ce que je peux encore plaire à mon partenaire alors que justement je ne ressemble plus à qui j'étais? C'est ça qui est aussi important, et inclure le partenaire dans cette discussion est essentiel parce qu'il fait partie aussi de la rééducation, que ce soit dans l'information. Le corps a changé, les représentations du corps ont changé, et reprendre les choses petit à petit, c'est important. Alors Philippe, tu as parlé tout à l'heure de libido. Moi, j'ai été ménopausée avant 35 ans par mon traitement. J'ai eu l'impression d'avoir moins envie de faire l'amour. Est-ce que c'était un ressenti de ma part ou est-ce que c'est réel? La ménopause va avoir des conséquences. Dans ta situation, en effet, il y a eu un impact sur le fonctionnement ovarien, parce que les ovaires peuvent être impactés suite aux différents traitements. Je répète, suite à une chirurgie, suite à une chimiothérapie, suite à la radiothérapie. Il peut y avoir un impact avec une diminution de la fertilité. On peut avoir dans certaines situations même une ménopause précoce qui peut s'installer, ou une ménopause définitive. Ça peut être recherché dans certains types de traitements d'ailleurs. Et oui, ça va avoir des conséquences sur la santé en général. Une ménopause précoce, ça a un impact, un risque d'ostéoporose, des risques cardiovasculaires, etc. Il y a un impact aussi sur la vie intime. Moins d'œstrogènes sont produits. Il y a plus de risques de sécheresse vaginale. Donc moins de lubrification, ça peut majorer un risque de douleur lors de la pénétration, lors des rapports sexuels. Donc oui, il peut y avoir un impact. Sur la motivation, la libido, donc la motivation à avoir une activité sexuelle, les hormones sexuelles, quand elles sont moins produites, vont moins stimuler le cerveau. Mais comme en tant qu'être humain, notre appétit à la sexualité, il n'est plus que dépendant de nos hormones sexuelles. On n'est pas comme les animaux à variabilité saisonnière, où on fait l'amour à différentes périodes de l'année en fonction de notre cycle hormonal. Notre sexualité humaine moderne, elle est essentiellement récréative. La fonction de la reproduction reste évidemment présente. On fait encore l'amour pour avoir des enfants, mais on va aussi faire l'amour juste pour avoir ce plaisir. La libération sexuelle, au fur et à mesure des années, a modifié aussi nos comportements dans la sexualité. La ménopause, elle est variable en fait, en fonction de chacun. La ménopause brutale, en fait, et avec le cortège de traitement, va marquer un tournant dans notre vie. Donc oui, la libido peut être impactée, mais le désir, c'est pas juste une question d'hormones. C'est une question de comment était notre appétit sexuel avant le traitement. Si avant d'avoir un cancer, finalement déjà dans notre vie de couple, on le faisait moins souvent, on avait moins envie, on n'aura pas plus envie après le traitement. Et on va sublimer peut-être une partie plus ancienne de notre vie intime où on avait plus envie de faire l'amour. Quand la carence d'hormones est rapide dans une ménopause induite, oui, cette marche-là, elle va être un peu plus lourde. Mais en soi, la ménopause, c'est pas un frein à la sexualité. On ne s'arrête pas de faire l'amour quand on est ménopausé. Si on a envie de le poursuivre, si c'est un désir de maintenir une sexualité, on peut le faire, sous réserve qu'il n'y ait évidemment pas de rares contre-indications à la vie intime, mais on peut maintenir cette vie sexuelle le plus souvent en s'adaptant. Mais comme on l'a fait tout au long de sa vie, sa sexualité, elle a évolué entre 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans. Comment est-ce qu'on l'aura fait évoluer ? La ménopause, c'est un autre passage
ben, on trouvera les moyens de le faire évoluer. Et on pourra s'aider d'ailleurs d'outils à ce moment-là que l'on trouvera, je dirais, dans plein de sites d'information sur comment gérer cancer, je dirais ménopause et sexualité. Parce que les outils, ils sont finalement assez communicants d'une situation à l'autre. Donc, c'est pas parce on est ménopausé et qu'on a une libido qui peut diminuer qu'on n'aura pas d'orgasme si on reprend une sexualité. Ça, c'est important de le dire aussi. Deuxièmement, tu as parlé du mot douleur. Est-ce que le mot douleur doit intervenir un peu comme un drapeau rouge en disant si j'ai mal dans une situation, dans ces cas-là, c'est peut-être pas encore le moment de reprendre une sexualité? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a un cercle vertueux et pendant c'est un cercle vicieux dans la sexualité. Quand on a du plaisir, quand on a de la satisfaction sexuelle, des orgasmes, ça va créer, quand la sensation va retomber, une sensation de manque. Ce manque va créer un désir. Le désir va entraîner l'excitation et on recommence un tour de roue. Et donc, si la satisfaction est au rendez-vous de nos rapports sexuels, de nos moments intimes, bah, ça nous donne envie de recommencer. Ça veut dire que si on reprend une sexualité après un événement de vie, comme le cancer, eh ben, plus on aura de fréquence et de satisfaction, plus ça permettra de reprendre ce mouvement et donc du dynamisme. Et c'est la multiplication des essais qui fera finalement la qualité et je dirais la quantité du rendu, de l'efficacité, du plaisir, de la satisfaction qu'on aura eu pendant ces moments. Si un symptôme comme la douleur vient s'inviter malheureusement dans la sexualité, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une douleur à la pénétration parce que l'on a une sécheresse importante? En gérant le symptôme d'amont, on aura peut-être une capacité de diminuer justement l'intensité du symptôme douleur et que finalement ça permettra de nouveau un équilibre entre plaisir et douleur et le plaisir reprendra le dessus et ce sera plus facile d'avancer. Si vraiment ça reste un symptôme majeur, là, il faudra évidemment questionner les professionnels de santé qui nous entourent, qui nous ont traités, pour essayer de comprendre quelle est l'origine de cette douleur. Est-ce que c'est quelque chose que l'on constate à l'examen clinique? On parlait de sécheresse, on parlait de synéchie, on parlait de raideur ou d'autres situations. Ou est-ce que c'est quelque chose que la patiente va ressentir mais sans qu'il y ait forcément de signe à l'examen? Et là, une fois de plus, la rééducation progressive, peut-être, oui, l'utilisation de sextoys, de vibromasseurs, de techniques de rééducation complémentaires, après ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir l'auto-rééducation, l'auto-application de gestes du quotidien, sera nécessaire pour faire le pas supplémentaire, le petit pas supplémentaire qui permettra d'en enchaîner d'autres et d'avancer, et de recréer finalement un cercle vertueux. Tout à l'heure, tu as expliqué la différence entre quelque chose pour hydrater, les crèmes hydratantes et les lubrifiants. Est-ce que ces produits-là, si je suis en radiothérapie, j'ai le droit de les utiliser déjà pour reprendre une sexualité ou pour préparer, ou est-ce qu'il faut attendre? La radiothérapie, c'est un temps relativement court. C'est pas forcément un moment où on est à l'aise pour avoir une sexualité. Il faudra toujours questionner le professionnel de santé, le radiothérapeute, l'oncologue, sur la possibilité ou pas. Est-ce qu'il y a une contre-indication à avoir une sexualité à ce moment-là? Des choses assez simples, comme des préservatifs par exemple, normalement doivent pouvoir être utilisés, même après aussi, ce temps-là. Souvent, c'est des choses qui sont lubrifiées. Il ne faudra pas appliquer de crème spécifique juste avant une séance de radiothérapie, parce que là, il y a des risques, et il vaut mieux justement discuter avec, être sûr qu'on ne va pas faire de bêtises et pas rendre un traitement plus toxique ou moins efficace. Ça, les professionnels de santé savent le faire, et ils sont là pour ça. Il faut
vraiment leur en parler. La rééducation, c'est souvent quelque chose qu'on va commencer après. Mais l'information, elle aura été faite avant. Comme c'est un temps très court, finalement, dès que les traitements sont terminés, même si on enchaîne par exemple radiothérapie et curithérapie, on va, au bout de quelques semaines, très vite après, pouvoir reprendre finalement une sexualité s'il n'y a pas de douleur et de gêne. Généralement, après un premier examen clinique, après un traitement, on va dire c'est bon, on va parler de rééducation maintenant. On va aussi peut-être dire la rééducation et la sexualité ne sont pas incompatibles. Peut-être que justement une sexualité régulière, si ça se passe bien, il n'y a pas forcément besoin de rééducation. Alors peut-être qu'il y aura besoin d'ajustement au fur et à mesure en fonction de l'évolution et comment les tissus évoluent avec le temps. Ça se discute, ça fait partie aussi du suivi et des discussions qu'on va avoir avec les professionnels de santé qui nous suivent. Tu as plusieurs fois cité le mot information, et plutôt assez tôt dans le parcours de soins. Où est-ce que je vais trouver l'information pour consulter un professionnel comme toi qui est oncologue formé à la sexualité dans le cadre du cancer, ou d'autres professionnels s'il y a un besoin? S'il n'y a pas besoin, on ne va pas forcément consulter, mais où est-ce qu'on peut trouver cette information-là? Dans un monde idéal, le professionnel de santé donne l'information le plus tôt possible. Même si on la donne, on n'est pas toujours en état de le recevoir. Et si je parle de sexualité au moment où j'annonce les traitements, c'est pas forcément le moment où on va être capable de l'entendre. Ça, on le sait aussi. On a tellement d'informations qui nous tombent dessus au moment de l'annonce, au moment du déploiement des traitements. Ça, on verra plus tard. C'est une réponse qu'on a. Et même si on sait qu'on a informé les patients, la capacité plus tard de se souvenir qu'on a été informé sur ça, finalement, on voit qu'on a perdu beaucoup d'informations en chemin. Quelle que soit la thématique, mais la thématique de santé sexuelle également. L'information, on sait qu'elle va être disponible dans des espaces rencontres et informations. On sait qu'elle va être disponible auprès des associations de patients, parce que ce sont des espaces où la communication entre pairs existe, où les pairs aidants sont là aussi pour donner de l'information, et pour qu'ils soient informés également, pour ceux qui en ont besoin. C'est une information qui va se donner au fur et à mesure. Et quand on va être dans le suivi, redonner de l'information, mais re-questionner sur ces problématiques-là, fait complètement sens, parce que justement, on gère les toxicités, on gère les effets post-traitement, et donc c'est là aussi que on va faire ce suivi-là. Donc des professionnels de santé formés à la sexologie et à la santé sexuelle, il y en a sur l'ensemble du territoire. Pas tous forcément formés cancérologie, mais c'est pas grave, parce que ça peut être des informations. Il y a plein de façons d'aborder cette problématique, et elle va dépendre aussi de chacun de ce qu'on a besoin. On sait que les patients sont plutôt avides d'informations. C'est du coup important de la mettre à disposition par différents canaux. Un canal de vidéo, un canal de podcast, un canal de flyer, un canal d'information directement par les soignants. Plein de façons existent. Du moment que ça s'adapte au centre dans lequel on travaille, dans lequel vous êtes soigné, etc. Et après, justement, s'il y a des questions supplémentaires, on retourne vers ceux qui nous sont occupés de nous. Et si on sent que soit la question est difficile à aborder, soit qu'on n'a pas la réponse, c'est de poser la question: est-ce qu'il y a un professionnel de santé que vous connaissez, que vous recommandez, qui pourrait m'aider pour aller plus loin? Parce qu'il n'y a pas de honte à avoir sur une difficulté dans cette thématique-là. Si elle vous tient à cœur, ça fait partie de l'après-cancer, de la récupération, de la réhabilitation, et de pouvoir passer à autre chose. Ça fait partie de la prise en charge globale. C'est même intégré dans les soins de support des services des centres anticancéreux maintenant. Et puis, on peut juste dire aussi qu'on va chercher de l'information qui est vérifiée sur des sites sérieux. Et on évite peut-être d'aller un peu sur les fake news qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux avec des choses qui ne sont pas forcément très vraies. Mais en tout cas, il y a beaucoup de moyens de trouver de l'information. Et on peut même consulter si on est loin de son centre de soins et qu'on est un peu fatigué. Il y a même maintenant des consultations avec des oncosexologues qui se passent en visio. Comme ça, on est tranquillement installé chez soi et on est peut-être plus à l'aise.
L'offre de soins en santé sexuelle, elle est variée. Elle est aussi variée qu'il y a de nombre de personnes qui vont la prodiguer et qui vont la proposer aux patients. Je fais des téléconsultations, certes, ça s'intègre dans un certain nombre de situations très bien et ça répond à certaines demandes. Ce n'est pas tout le temps adapté et en effet, il faut trouver la bonne solution. Ce qui est en effet sur la véracité de l'information, les associations de patients, des sites comme la Ligue contre le cancer ou des choses comme ça ont de l'information qui est vérifiée, qui est médicalement documentée et qui permet aux patients de ne pas se faire d'erreurs. Il y a des solutions qui sont proposées en alternative, mais souvent après une première démarche, une première série d'actions. Il y a des solutions de rattrapage dans des situations complexes, mais qui vont nécessiter un œil un peu expert. Il n'y a pas de solution miracle, parce que on guérit pas sa sexualité, on la construit, on la travaille, elle évolue au fur et à mesure de notre vie. Donc on comprend bien que c'est quelque chose qui va nécessiter une forme d'investissement, une forme d'engagement de l'ensemble des partenaires du soin, c'est-à-dire les patients et les professionnels. Et c'est ça ce qui permet justement d'avancer tous ensemble. Je trouve ça très porteur d'espoir quand tu dis qu'on construit sa sexualité et à tous les moments de la vie. Ça veut dire que même après un cancer, eh ben on peut aller vers quelque chose. On va se relancer dans une aventure avec sa sexualité. Je rebondis, je te remercie pour cette dernière phrase, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément aussi de partenaire au moment où on est dans un cancer que les choses vont pas évoluer. Donc, comme ça va évoluer au fur et à mesure, il y aura toujours un bon moment pour poser la question. Ça peut être beaucoup plus tard, parce que c'était le moment où c'est opportun, parce que c'est le moment où on est prêt à entendre, parce que finalement c'est le moment où ça devient important. Ce sera toujours un bon moment. On pourra toujours proposer quelque chose qui s'adaptera. Il y aura peut-être d'autant plus de motivation à ce moment-là pour mettre des choses en place. Donc, pas de culpabilité. Faut pointer du doigt personne parce que justement, on a chacun notre temps, notre temporalité, notre façon d'avancer. Et plus on en parlera, plus ce sera facile et moins on aura de gêne. Et c'est ça ce qui sera chouette. Je crois que tu as répondu à beaucoup de mes questions et à celles de mes copines d'Imagine. Donc merci beaucoup en tout cas Philippe, tu as été très clair et j'ai apprécié ce moment. Merci.